Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président de la République, à l'écoute des centrales syndicales, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les leaders de ces organisations professionnelles ont échangé sur les préoccupations du monde du travail. Le chef de l'État leur a exposé sa vision pour un climat social apaisé. Les perspectives économiques du Sénégal sont bonnes. Le dernier rapport du FMI indique un taux de croissance de 8,3% en 2024 et de 10,2% en 2025 pour notre pays. Nous parlerons de tout cela avec l'invité de cette édition, Boubarak Lo, économiste. La polémique sur l'ajout de sucre dans certains produits de Nestlé enfle. La multinationale rejette les accusations portées par l'ONG Ice, Swiss Public Ice. Le ministère du Commerce décide de procéder à des prélèvements pour analyse. Des passerelles transformées en marché à ciel ouvert, point de chute des mendiants, au lieu de passage de motocyclistes, ça se passe à Dakar, la Padoue ou sur d'autres axes routiers. Ces ouvrages réservés aux piétons sont littéralement envahis, déviés de leur principale vocation, sans que personne ne réagisse. C'est le sujet de la rubrique société de ce mardi. Bienvenue à tous. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Charles Michel revisitent les axes du partenariat entre le Sénégal et l'Europe. Le président de la République et le président du Conseil européen ont eu une séance de travail hier au Palais. Plusieurs questions ont été abordées, l'énergie, l'agriculture, le numérique ou encore les accords de pêche. Oumar Ning. L'Europe multilatérale consolide ainsi ses relations avec le Sénégal. En accueillant le président du Conseil, Charles Michel, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union européenne. Ce partenariat dynamique qui touche des domaines importants sera cependant adossé à la vision que le président Bassirou Diomaye Faye met en œuvre avec son gouvernement. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection. Féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. C'est donc le projet d'un Sénégal souverain porté par une économie endogène qui sera en exergue. La coopération avec l'Union européenne sera adossée à ce référentiel. Nous avons eu l'occasion, effectivement, d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires.
soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. D'autres sujets d'intérêt commun ont été abordés, comme la situation sécuritaire dans le Sahel. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président du Conseil Charles Michel sont conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés. Ce matin, le chef de l'État a reçu les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives. Les discussions ont porté sur les difficultés dans le monde du travail. Quelles pistes de solutions pour employer plus, augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs? Voici Madame Bassok. Il parle au nom de ses collègues secrétaires généraux. Je pense que pour les organisations syndicales que nous sommes, nous avons bien apprécié cette initiative de M. le Président de la République qui nous permet de dialoguer en direct sur des questions qui préoccupent le monde du travail. Avec les camarades Moudi Guiro, Eliman Diouf et Cheikh Diop, nous avons essayé d'explorer les différentes pistes de solutions. Et surtout, nous avons essayé de nous inscrire dans un dialogue empreint de franchise et de cordialité qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et pour nous, cette ouverture a commencé. Il ne faut plus qu'elle se referme. Pour notre part, je pense que nous sommes sûrs que nous serons toujours différents, mais complémentaires. L'opérateur politique jouant son rôle. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous resterons les défenseurs du monde du travail. Le président nous a exposé sa vision du panorama politique et économique. Nous avons également fait des suggestions et des observations par rapport donc, à des préoccupations du monde du travail. Je crois que bonne note a été prise par lui de nos préoccupations. Et ce qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on en soit au début d'un dialogue avec lui et que ce dialogue doit se poursuivre via d'autres créneaux, notamment avec le Premier ministre et lui-même avec nous-mêmes, et qu'il y ait un cycle donc, de discussion autour des préoccupations du monde du travail. Comment passer d'un système éducatif à une société éducative? Le projet de transformation du secteur de l'éducation a été exposé aux représentants des syndicats des enseignants, le G7. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a rencontré ces derniers hier à Diamniadio. Plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la question des décisionnaires, l'environnement des écoles, le recrutement
et l'audit du personnel. Autant de points de discussion pour bâtir ce qu'il appelle une école de la réussite. Massamba Tchal. Après sa prise de contact avec ses directeurs et chefs de service, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, ouvre ses portes aux syndicats pour recueillir leurs doléances et exposer la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est le sens de cette rencontre avec les représentants du G7. C'est donc une rencontre très fructueuse, mais de belles perspectives. En tant que syndicat, nous avons été tout à fait enthousiastes à l'entendre parler au regard du développement qu'il a fait du contenu de ses ambitions. Mais nous n'avons pas également manqué en tant que syndicat de rappeler nos fortes attentes. Des fortes attentes qui tournent autour des questions, de la question éducative. Il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de questions, il y a un passif assez lourd, tant au niveau de l'éducation nationale qu'au niveau d'autres ministères, que lui, ministre de l'Éducation nationale, doit porter. J'ai retrouvé des partenaires et je suis beaucoup plus réconforté aujourd'hui. Ça a été l'occasion pour moi et pour eux de parler du passif social donc à traiter très vite, très vite, parce qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, il le rappelait tout à l'heure, c'est la refondation et c'est la transformation systémique donc de l'école sénégalaise. Et il nous faut apurer donc ce passif-là social. Et ça a été intéressant de comprendre pourquoi il y avait ce blocage. Et je pense que dans le secteur et avec d'autres collègues dans le gouvernement, nous pourrons très vite apurer donc ce passif social. Plusieurs autres sujets ont été abordés durant cette rencontre. La question des décisionnaires, l'environnement des écoles, l'audit et le recrutement du personnel, les allocations budgétaires, entre autres. Des préoccupations qui, pour le ministre, recoupent bien avec le projet de passer d'un système éducatif à une société éducative. Ça a été l'occasion de présenter la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement, comment nous devons passer de ce système éducatif-là à une société éducative, en impliquant beaucoup plus de communautés et en misant sur le socle de valeurs que nous connaissons et qui fait de nous ce que nous sommes, ce socle africain. Mais au-delà donc de ce socle africain, ça a été aussi l'occasion de pointer, de mettre en avant l'importance de ce qui aujourd'hui gouverne le monde, les questions liées au digital, l'intelligence artificielle et les questions aussi liées au développement durable. Le national a entamé une refondation et nous avons pris l'engagement avec lui de l'accompagner. Mais de l'accompagner également en faisant en sorte que l'enseignant soit au centre de cette refondation. Qu'il soit suffisamment motivé, mais qu'il croit devoir être dans la dynamique parce qu'en définitive, c'est de ça que notre pays a besoin. La transformation de l'éducation. L'engagement est donc pris pour matérialiser la vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. Le ministre de l'Éducation nationale a invité à une synergie de tous les acteurs de l'éducation pour une refondation du système éducatif. L'accès à l'eau, un défi majeur dans les centres urbains et plus particulièrement dans les zones rurales. La disponibilité du liquide précieux reste une préoccupation au sein des ménages. Par exemple, à la cité d'Amel, les habitants peinent à s'approvisionner normalement et dans la zone des Niayes. Les producteurs se plaignent de la raréfaction de ce produit indispensable à l'horticulture. Salut Sec. Bayar, dans la zone des Niayes, une localité à vocation agricole. Ici, on trouve des fraises de qualité made in Sénégal. Modou Dieng, chargé de la production de cette filière au Sénégal, est au cœur du dispositif. Avec les membres de son organisation paysanne, ils font de cette activité leur gagne-pain. Leur seul souci, l'accès à l'eau. Notre problème majeur, c'est l'accès à l'eau, car nous ne pouvons pas travailler sans une eau suffisante. Nous n'avons pas de moyens pour disposer des puits ou des forages. Dans la zone des Niayes, nombreux sont les producteurs qui sont confrontés à ces difficultés, nous signale Modou, des acteurs qui travaillent sous pression. 60 mètres cubes. Donc 60 mètres cubes, nous avons droit de carrosser par jour. Il y a un quota de 60 mètres cubes par jour qu'on ne doit pas dépasser. Si on dépasse ce volume, nous sommes obligés de payer le double.
Une facture mensuelle peut être estimée à 1 million. Au lieu de 60 mètres cubes pour dire, non, dañuy limité à peu près 50. C'est pourquoi nous faisons notre arrosage en limitant le volume à 52 ou 51 mètres cubes pour éviter de dépasser le quota. Parfois aussi, on est confronté à des fuites d'eau qui peuvent augmenter la facture. Pour mener à bien leurs actions, ces producteurs de la zone des Niayes souhaitent la suppression des quotas qui limitent leurs activités. Nous demandons à l'État de nous aider pour avoir un accès total à l'eau. Nous voulons aussi la baisse du coût de l'eau aussi et de supprimer le système de quotas qui limite nos activités. Dans la zone urbaine à Dakar, des difficultés d'accès à l'eau potable sont évoquées par certaines populations. À la cité d'Amel, l'eau ne coule pas tous les jours. Il y a des périodes où il y a de l'eau le matin, mais le soir il n'y a pas d'eau. Ou bien c'est le contraire, des fois à 2 h du matin, c'est à 2 h du matin qu'on a de l'eau. On est obligé de ne pas dormir pour avoir de l'eau. Dans le cas échéant, on se lève, on est obligé d'acheter des bidons d'eau et ça coûte très cher. Nous ne pouvons pas avoir de l'eau normalement. Je suis là depuis 2002, mais nous pouvons rester des jours sans avoir accès à l'eau. Il y avait des branchements pour régler ce problème, mais avec les nouvelles cités, les difficultés demeurent. Nous sommes obligés d'aller chez les voisins qui ont des pompes pour avoir de l'eau. Cette situation est récurrente selon ses habitants. Ils souhaitent un meilleur accès au liquide précieux. Qu'on nous aide, c'est qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette zone. Mais actuellement, il y a beaucoup de cités. Donc, c'est pour cela qu'il y a un problème d'eau. En tout cas, on demande au gouvernement, au ministre même, dont je suis très, très contente, de nous aider à régler cette situation. Vraiment, les gens sont fatigués. Des fois, tu te lèves le matin, tu vois les charrettes pleines de bidons d'eau qui vendent. Vraiment, ça, c'est pas normal. L'accès à l'eau demeure donc une préoccupation majeure dans certaines zones à Dakar et dans la zone des Niayes. Les passerelles de Dakar envahies par des marchands réservés aux piétons. Elles sont devenues des lieux de commerce au vu et au su de tous. S'y ajoutent ces mendiants qui n'hésitent pas à s'y installer et les motocyclistes qui les empruntent avec des involtures. Alors, que faire? Damsila a promené sa caméra dans certaines artères de la capitale. Voici son reportage. À Dakar, l'occupation anarchique de la voie publique prend de la hauteur. L'encombrement ne se limite pas simplement aux abords de la route. Sur les passerelles aussi règne une véritable cacophonie. Des marchands ambulants y exposent leurs marchandises. Des mendiants occupent les escaliers. S'y ajoutent des motos et chariots qui circulent sur l'espace le long de la journée. Voici le tableau descriptif des passerelles de la capitale. Le passerelle, ce n'est pas fait pour les motocyclistes ni pour les vendeurs, c'est fait pour les gens. Donc, même dans le domaine juridique, quoi qu'on puisse dire, même les lois qui les réglementent, je crois, c'est interdit quand même. Hein. Il n'y a aucune loi qui autorise que les gens passent sur le passerelle. Donc, nous donnons ça, ces actes quand même, quoi qu'on puisse dire quand même, c'est ça. C'est à conscientiser les gens. Les gens devraient de plus en plus revoir ces comportements-là, parce que ce ne sont pas des comportements dignes d'un vrai citoyen. Ces passerelles, réservées uniquement aux piétons dans le but d'éviter des accidents de la route, sont devenues de petits marchés qui freinent la libre circulation des usagers. Un problème sécuritaire aussi se pose avec les motos qui empruntent la voie. J'avoue qu'il m'arrive parfois de passer avec ma moto sur la passerelle. Bon, c'est vrai que je sais que ce n'est pas normal, mais j'évite d'aller jusqu'au rond-point et de revenir. Maintenant, pour empêcher les motos et chariots de passer sur la passerelle, la meilleure solution est de mettre des pieds à l'entrée et à la sortie. Il faut faire des passerelles sous terre protégées aussi pendant la saison hivernage. C'est ce qui est le plus simple et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Il faut faire des passerelles en bas. Il faut aussi penser à des sortes de tunnels. Partout, il faut faire des tunnels. C'est ça la solution. C'est ce qu'il y a de
moins coûteux et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Voilà, nous devons penser autrement. Pourtant, les autorités municipales, en collaboration avec les forces de l'ordre, effectuent souvent des opérations de déguerpissement sur les passerelles, mais il suffit juste de quelques jours pour les voir occuper à nouveau les lieux. Finalement, ça ressemble à un aveu d'impuissance. Pour l'État, moi, je crois qu'eux aussi, c'est leur responsabilité. Il y a la gendarmerie qui est là, tout près de la passerelle. Donc, si ils laissent les marchands étaler leurs marchandises sans leur rien dire, bon, moi, je vais dire que les responsabilités, c'est à eux, quoi. Vraiment, ils peuvent vraiment essayer de faire le tout pour que les mendiants et les marchands ne s'étalent pas sur le parcellaire, quoi. Circuler à Dakar est un véritable casse-tête pour les piétons. Les trottoirs sont inaccessibles à cause d'une occupation anarchique. À hauteur, c'est encore pire, car piétons, motos, chariots, marchands ambulants et mendiants partagent les passerelles. Malgré les multiples interventions des autorités étatiques, le problème persiste toujours, obligeant les usagers à vivre leur mal en patience. Un autre fait de l'actualité, les produits pour bébés de Nestlé commercialisés dans certains pays contiennent des niveaux de sucre dangereux. La révélation est de l'ONG Swiss Eye. Les accusations rejetées par la multinationale qui évolue dans l'agroalimentaire. Pour y voir plus clair, le ministère du Commerce a ordonné des prélèvements sur ces produits visés. Oumou Kalsoum Sall pour plus de détails. Tout est parti des résultats d'une enquête d'une ONG suisse Public qui affirme que le groupe Nestlé a dissimulé du sucre dans des produits destinés aux bébés, mais uniquement dans les pays à revenus faibles, notamment en Afrique. Le premier groupe agroalimentaire au monde n'a pas tardé à réagir. La directrice de la communication institutionnelle de Nestlé pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, que nous avons joint depuis Abidjan, a donné la position du groupe sur ces accusations. Dans une note qu'elle nous a fait parvenir, elle précise qu'au Sénégal, comme partout dans le monde, la firme n'ajoute pas de sucre au lait pour nourrissons destiné aux enfants de 0 à 12 mois. Elle ajoute qu'au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest, leurs laits de croissance sont sans sucre ajouté, à l'exception de Nido 1+, qui contient du miel. En ce qui concerne les céréales, elle précise qu'il peut y avoir de légères variations dans les recettes à travers le monde. Au Sénégal, ces accusations ne laissent pas indifférentes les autorités. En pareille situation, ce sont des alertes que nous avons. En pareille situation, la première des choses que nous faisons, c'est de vérifier la véracité de ces propos. C'est en ce sens que nous avons ordonné à ce qu'il y ait un prélèvement des produits qui sont enlevés, amenés au niveau des laboratoires pour vérifier est-ce qu'il y a réellement la présence des produits qu'on a incriminés au niveau de ces produits, à savoir la présence du sucre. Si ça s'est avéré, il faudra qu'on vérifie avec nos collègues de la santé, est-ce que c'est un produit qui a un effet négatif sur les populations infantiles. C'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas la présence du sucre en tant que tel qui constitue un problème, mais est-ce que ça a un effet sur la santé de la population ou pas. Sur la base de ça, on va aviser. Si ça a avéré que c'est un problème, il se cause un problème de santé, les produits sont retirés des circuits de distribution. C'est avec certains produits, juste que ce n'est pas, c'est juste par rapport à une conformité à une certaine norme européenne ou africaine, sénégalaise. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En attendant les résultats de ces analyses, il est nécessaire de préciser que les normes établies pour l'autorisation de mise en marché d'un produit peuvent différer d'un pays à un autre. Il y a quand même des différences entre les directives de l'OMS et du Codex et la norme nationale sénégalaise. Et ça s'explique. Au Sénégal, en tout cas, quand on élaborait cette norme-là pour les farines infantiles, le problème de santé publique auquel on était le plus confronté, c'était la malnutrition. Et donc, les farines infantiles, on les utilisait comme des solutions pour la reprise nutritionnelle. Vous voyez. Et donc, ce qui fait que dans la norme sénégalaise, dans la norme nationale sénégalaise, on essaie de promouvoir des aliments pour enfants et qui sont riches en énergie. Donc, c'est ce qui explique que, par exemple, si vous prenez, que ce soit les directives de l'OMS ou les normes Codex, la quantité énergétique recommandée, on est à 60 kilocalories,
alors que pour la norme autour de 70, et pour la norme nationale sénégalaise, on est à 400. Et les 400, ça c'est vrai véritablement pour permettre à nos nourrissons, à nos enfants, de couvrir leurs besoins énergétiques et donc d'avoir une croissance harmonieuse. Maintenant, l'autre étape, c'est de voir si ce qui est annoncé sur l'étiquette est effectivement ce qui est contenu dans le produit. Les médecins pédiatres que nous avons joints disent attendre les conclusions des analyses pour pouvoir apporter un avis médical. Nous parlons à présent du rapport du FMI 2024. L'économie mondiale se stabilise avec un taux de croissance de 3,20%. L'Afrique subsaharienne, pour sa part, qui a justement un taux de croissance qui passe de 3,4% à 3,8%. La dette publique et les déficits budgétaires dans la région devraient connaître une baisse. Les perspectives sont bonnes pour le Sénégal avec une croissance qui va avoisiner 8,3% en 2024 et devrait atteindre 10,2% en 2025. Pour en parler, notre invité, Moubarak Lo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur statisticien, économiste et directeur du bureau de prospective économique. Alors, selon ce rapport, il y a une croissance quinquennale autour de 3,1%. C'est le taux le plus faible jamais observé, mais stable tout de même. Alors pourquoi? Bon, vous avez au niveau mondial, parce que les 3,1 c'est au niveau mondial, vous avez la crise de la Covid qui a prolongé beaucoup de pays dans la récession. Donc c'est un miracle que l'économie mondiale soit sortie rapidement de cette crise Covid. L'année 2020 a été une année difficile. Beaucoup de pays ont connu une croissance négative. Le Sénégal s'en est tiré avec 1,5%, là où d'autres pays c'était négatif. Actuellement, on est en train de connaître une reprise. On parle de stabilité. Maintenant, on attend une accélération les prochaines années, sous la houlette notamment des pays en développement. Alors, quels sont justement les autres aspects de ce rapport? On parle de l'inflation qui devrait également baisser. Qu'est-ce que cela veut exactement dire? Oui, l'inflation, c'est surtout la crise ukrainienne, avec donc les tensions entre la Russie et l'Ukraine qui ont provoqué la hausse de l'inflation dans le monde. D'ailleurs, le Sénégal a connu un taux d'inflation record de 9,7% en 2021. Et depuis lors, ou 2022, et depuis lors, on est en train d'avoir une décrue au niveau de l'inflation, parce qu'en 2023, on a eu 5,9%. Et cette année, on espère retrouver, disons, moins de 3%. Parce que le Sénégal a pendant longtemps connu des taux d'inflation très faibles, de l'ordre de 1 à 2%. On espère que cette année, sauf s'il y a un choc au niveau mondial, parce que l'inflation du Sénégal est très dépendante de l'évolution des prix au niveau mondial, on devrait atteindre cet objectif de moins de 3%. Alors on parle de Covid, de la guerre en Ukraine, et le FMI qui a fait des recommandations justement sur la diminution des subventions. Beaucoup redoutent une hausse des denrées de première nécessité. Bon, vous savez, le déficit budgétaire du Sénégal a pu même avoisiner 6% au plus fond de la crise Covid, parce que c'était une année où il a fallu lancer un plan de résilience économique et sociale, et donc appuyer les couches vulnérables, appuyer aussi les secteurs économiques pour résister à la crise Covid. Depuis lors, l'État essaie de se rapprocher des 3%, parce que dans les critères de convergence de l'UEMOA, nous ne devons pas dépasser 3% de déficit budgétaire, nous ne devons pas dépasser 2% d'inflation. C'est ça les critères de convergence. Bon, l'année dernière, on a fait un déficit budgétaire voisin de 4,8%. Cette année, on espérait pouvoir faire 3,9%. Maintenant, comme il y a de nouvelles autorités, il faudrait voir avec les FMI, la Banque mondiale, si on peut leur permettre, pour cette année en tout cas, de pouvoir traverser cette transition et de maintenir un déficit budgétaire un peu plus élevé, pour pouvoir soutenir notamment les couches sociales. Mais comme vous le dites, dans le même temps, il y a un engagement qui a été pris par le Sénégal
pour limiter les subventions, notamment énergétiques, parce que l'énergie coûte très cher. Et surtout que ceux qui en profitent, surtout, c'est des couches pas du tout pauvres, parce que ceux qui achètent le carburant, c'est souvent des automobilistes. Et la personne pauvre n'a pas les moyens d'acheter du carburant. Bon, c'est vrai que ça soutient également le gaz butane consommé dans les ménages. Il appartiendra au gouvernement d'étudier la possibilité de maintenir les subventions, mais de les faire de manière ciblée, notamment en ciblant les couches vulnérables. C'est plus facile à dire qu'à faire, tout en maintenant un déficit budgétaire, disons, soutenable et voisin de 3,9%. Nous allons revenir sur tout cela et surtout cette rencontre entre les nouvelles autorités du Sénégal et le FMI ces derniers jours. Avec Aminata Mbengue Fall, nous allons voir comment tout cela se dessine pour le Sénégal après ce rapport publié par le FMI. Voici son reportage. Le rapport du Fonds monétaire international rendu public à l'occasion des assemblées annuelles tenues à Washington indique que la reprise de l'économie mondiale est stable mais lente selon les régions. Les prévisions font état d'une croissance mondiale qui va se maintenir à 3,2% en 2024 et 2025. En Afrique subsaharienne, la croissance a connu une hausse. Elle est passée de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4,0% en 2025. Au Sénégal, la dette publique va connaître une baisse de 79,6% en 2023. Elle est attendue à 72,5% en 2024 et devrait atteindre 67,6% en 2025. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont entamé un rééquilibrage de leurs comptes publics. Environ les 2/3 des pays ont déjà amélioré leur solde budgétaire en 2023 et les déficits budgétaires devraient passer de 5,2% en 2023 à 3,7% en 2024. Le PIB réel du Sénégal, attendu à 8,3% en 2024, et devrait atteindre 10,2% en 2025 en raison de l'exploitation prochaine des hydrocarbures. En conclusion, la région a pris ses marques, mais les pouvoirs publics sont toujours en proie à une pénurie de financement, à des coûts de l'emprunt élevés et à des risques de refinancement. Nous parlions, Mobaroglo, de justement ce taux de croissance pour le Sénégal à 8,3% en 2024. Et cette rencontre dernièrement avec le FMI, quelle marge de manœuvre pour notre pays? Bon, d'abord, sur la croissance, ce n'est pas encore du réel. Vous savez, il faut distinguer la prévision. La direction de la prévision a fait des perspectives pour 2024 et a projeté même un peu plus, 9,2%. Les FMI l'a ramené à 8,3%. Mais tout dépendra du déroulement, disons, de l'économie au cours de 2024. Parce que quand on faisait les 9,2%, on s'attendait au démarrage de la production pétrolière, disons, en mai-juin. Et là, apparemment, ce sera un peu plus tard. Donc, ça peut jouer sur la perspective de croissance. Mais il est possible aussi que de manière volontariste, le gouvernement décide de maintenir le même objectif de croissance, mais en jouant sur d'autres facteurs, hors pétrole et gaz. C'est tout à fait possible. Bon, il est arrivé dans le passé qu'on fasse des simulations de cette nature pour voir est-ce qu'on ne peut pas booster d'autres activités pour atteindre le même objectif. Ça, c'est la prévision. Ensuite, vous avez l'estimation qui est faite, disons, une fois que l'année est terminée. Et enfin, vous avez le semi-définitif et le réel. C'est vrai qu'on ne fait plus d'estimation aujourd'hui, à part peut-être la prévision, mais la statistique ne fait que des semi-définitifs et du définitif. Ce qui est important de savoir, c'est que ce ne sera pas facile d'atteindre cet objectif de 8,3, mais ce n'est pas impossible si le gouvernement est en mesure de détecter, disons, des niches de croissance qui ne sont ni pétrole ni gaz. Donc c'est un travail qu'il faudra faire. Je rappelle que justement les premiers barils sont attendus vers le mois de novembre, le dernier semestre de l'année. Alors qu'est-ce que ça veut dire un taux de croissance de 8,3% ou 9,2% pour le Sénégalais lambda? Bon, vous savez, un taux de croissance, moi je vois souvent, on parle de record, on ne peut jamais l'aborder sur une année. Je vous dis, ça ne veut rien dire, parce que si vous avez fait moins 5% l'année précédente, cette année vous faites 10%, en moyenne vous avez fait 2,5%. Donc vous n'avez pas cru
de manière élevée. Et donc, il faut toujours regarder la dynamique sur le moyen terme, c'est-à-dire faire une moyenne de 5 ans. C'est pourquoi j'ai apprécié d'ailleurs que le FMI, en publiant les chiffres, ait parlé des 5 ans. Donc, il faut toujours travailler sur une dynamique de moyen à long terme. Mais une croissance qui fait du yo-yo, cette année vous faites 9, demain vous faites moins 1, vous n'êtes pas en train de croître, vous êtes en train de faire du yo-yo. Ce qui est important pour le Sénégal, c'est non seulement d'atteindre, disons, un chiffre voisin de 8%, je ne dirais pas 9%, mais cette année, déjà, si on réussissait à passer des 4,2% de 2023 à 6%, qui était la moyenne de la croissance, 6,3% d'ailleurs, en 2015 et 2019, ce serait déjà une bonne chose. Comme ça, l'année prochaine, d'ailleurs, ça nous donnerait un taux de croissance plus élevé. C'est-à-dire, moins vous avez de taux de croissance en 2024, et plus le taux de croissance sera plus fort. En 2025, ça veut dire qu'en 2025, on devrait pouvoir avoir un taux de croissance supérieur à 12 à 13%, ce qui serait un record, en tout cas sur tout l'historique du Sénégal, parce que l'année où on a fait un taux élevé, c'était au début des années 80, mais avant, on avait une croissance négative. Et donc, globalement, ce qui est important, c'est de maintenir sur les 5 à 6 ans qui nous séparent de 2030 un taux de croissance stable et voisin de 10%. C'est ça qui nous permettrait d'accélérer le développement du Sénégal et de donner un avenir meilleur aux Sénégalais. Vous faites dans la perspective économique, sur quoi le gouvernement devrait-il pouvoir miser, dans quel secteur, pour justement ne pas trop dépendre des recettes du pétrole et du gaz? Vous savez, même avec le pétrole et le gaz, ce qui est important, parce que si vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale, qui a eu, disons, à la fin des années 90, une manne pétrolière, plus importante d'ailleurs que le Sénégal. Le Sénégal sera plutôt un pays de gaz. Mais il a suffi que, vers les années 2010, qu'il y ait, disons, un retournement de la production, disons, des prix du baril, mais également de la production pétrolière. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a une croissance négative, aujourd'hui, alors que c'est un pays qui faisait des taux de croissance voisins de 30% par an à la fin des années 90. Donc ce qui est important pour le Sénégal, c'est même de profiter de la manne pétrolière pour diversifier son économie, c'est-à-dire au niveau agricole. Il y a encore beaucoup à faire. Tout à l'heure, j'ai suivi un reportage sur les Niayes. On a parlé du problème de l'eau. Moi-même, j'ai eu à faire une visite sur le site ce week-end, le week-end dernier. Ils ont non seulement des problèmes d'eau, mais également même le traitement des arbres, la technicité, également la réfrigération, comment conserver les produits, comment également faire la transformation. Si le Sénégal réussissait ce gap, donc passer d'une agriculture peu productive à une agriculture non seulement très productive, mais diversifiée, bien évidemment qu'on pourrait avoir un taux de croissance très élevé dans le secteur primaire, dans le secteur de l'industrie également. Tout est à faire. Aujourd'hui, même prenez nos produits miniers, on ne les transforme pas sur place. Le zircon, il part à l'étranger sans être transformé, l'or, etc. Même le phosphate, on a une tendance aujourd'hui vers un phosphate qui n'est pas transformé au Sénégal. Prenez tout le phosphate de Matam ou dans cette zone, elle n'est pas transformée. Bien sûr. Il n'est pas transformé. Deuxièmement, il est même possible d'aller plus loin, de remonter la chaîne de valeur, de passer de produits phosphatiés à de l'engrais. Le Sénégal devrait faire comme le Maroc, qui est un géant aujourd'hui de l'engrais. Dans les années 90, l'OCP du Maroc et les ICS du Sénégal étaient au même niveau. Aujourd'hui, l'OCP a plus que doublé, disons, le Sénégal. Aujourd'hui, l'OCP est un géant mondial, là où nous, on cherche à avoir l'équilibre dans les comptes des ICS. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez même prendre d'autres secteurs, les services, même les TIC. Le Sénégal, les jeunes ont beaucoup d'atouts dans le domaine du numérique, mais ce n'est pas encore porté au niveau que ça devrait. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et sur la question des tarifs, justement, dans le secteur de l'énergie, est-ce qu'on peut mieux structurer rapidement avant d'aborder la question de la dette? Oui, bon, disons, sur l'énergie, je pense que la vérité des prix, en tout cas sur certains, par exemple sur la consommation de carburant, tôt ou tard, on devrait arriver vers ça, parce que c'est très difficile. Vous savez que l'essence coûte moins cher au Sénégal qu'en Europe. J'ai discuté avec des Européens, ils l'achètent à beaucoup plus cher que le Sénégal. Ouais. Donc,
il faudrait déjà cette vérité des prix, en tout cas sur le carburant, mais sur le gaz butane, c'est vrai que là, il faudrait faire attention parce que ça permet non seulement de lutter contre la déforestation, mais en même temps, c'est très utilisé aujourd'hui dans les ménages. Donc, c'est un produit social. Donc, il faudrait, c'est le ciblage dont je parlais tout à l'heure, il faudrait faire des simulations, discuter aussi avec les acteurs, mais également prendre des positions fermes et s'y tenir. Bien sûr. Sur la dette, le profil de la dette pour le Sénégal, aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal semble inquiéter. Est-ce qu'il faut renégocier cette dette, justement? Bon, on ne peut pas passer notre temps à s'endetter, à renégocier, etc. Bon, d'abord, notre dette est viable. Parce que si vous regardez les analyses du FMI, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une dette viable. Le Sénégal est en mesure de rembourser sa dette. Le Sénégal n'a jamais fait défaut, en tout cas depuis 1994. Avant 1994, c'est arrivé. Mais depuis 1994, on n'a jamais fait défaut. Donc nous sommes un pays qui arrive à rembourser sa dette. C'est vrai que c'est très élevé, parce que chaque mois, vous payez 150 milliards que vous payez pour rembourser la dette. C'est extrêmement élevé en termes d'intérêt. Je ne parle même pas du capital. Aujourd'hui, d'après les chiffres officiels, parce que c'est ça qui est important, nous sommes en deçà de la norme de 70%. Parce que d'après les chiffres du ministère des Finances, on est à 69,2 ou 3%. Donc on n'a pas encore atteint les 70%. Il faut veiller à maintenir cette dynamique. Il faut voir aussi que le Sénégal est en train de revoir le calcul de son PIB, ce qu'on appelle le rebasing par la NSD. Ça va contribuer à augmenter le PIB. Peut-être pas qu'on aura l'augmentation de 34% du PIB qu'on a eu en 2013-2014, mais même si on a 10%, c'est autant de gagner sur la dette. Ça veut dire que notre capacité d'endettement sera toujours là. Et donc, maintenant, au-delà de la dette, je pense que le plus important, c'est l'utilisation des ressources de la dette. Il faudrait s'endetter mieux. Et donc, ça veut dire le ciblage des dépenses utilisées pour la dette devrait être mieux fait, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui que l'État finance, mais qui devraient être faites par le secteur privé. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, il y a des services sociaux et le soutien à la production agricole. C'est là où il faudrait sans doute orienter davantage de ressources et réduire peut-être ce qu'on met dans les grands projets budgétivores et qui coûtent cher pour le futur, parce qu'après, il faudra rembourser tout ça. Merci, Moubarak Glo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ingénieur statisticien, économiste et directeur du Bureau de prospective économique. Nous parlions avec vous de ce rapport du FMI qui a été publié. Merci. 19 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies par la sous-brigade d'hygiène de Thiès. Ces opérations de saisie ont été effectuées durant la période post et pendant le Ramadan. La brigade régionale de l'hygiène appelle les populations à plus de vigilance. Fatimata Banelba. Cette saisie record de 19 tonnes de produits impropres à la consommation a été faite d'arrache-pied. En un mois, la sous-brigade d'hygiène de Thiès, qui regroupe les communes de la ville de Thiès, de Kayar, Djender, Pout, Kermoussa et Fandène, a saisi ces produits durant la période pré- et post-Ramadan. Une période de forte consommation où la vigilance est de mise pour ces policiers de la santé. Le service d'hygiène fait des efforts par rapport à ces produits impropres à la consommation pour 3 raisons. Donc la première raison, c'est que la consommation de ces produits impropres, c'est vraiment un grand problème de santé publique. Donc l'OMS parle de pratiquement 600 000 millions de personnes qui sont affectées par la consommation de produits impropres. L'autre raison aussi, c'est qu'au niveau du code de l'hygiène, surtout à travers l'article L45, l'État nous demande de retirer de la vente donc, ces produits qui sont impropres à la consommation. Donc, la troisième raison, c'est qu'au niveau de la région de Thiès, donc, nous avons souvent beaucoup de réclamations. Du côté des associations des consommateurs, on félicite et encourage les agents. Elles en appellent à une meilleure protection des populations en dotant le service d'hygiène de beaucoup plus de moyens. 80% des enfants sont malades du fait d'une mauvaise alimentation de produits périmés, même les grandes personnes. Donc il faudrait que les plus hautes
autorités prennent conscience de ce fléau qui, sinon, si on prend garde, risque de prendre du terrain. En quoi faisant? En dotant les services régionaux de l'hygiène en matériel et en personnel. C'est le moment aussi d'encourager les agents d'hygiène. C'est vrai que l'effectif n'est pas aussi important que cela, mais malgré cela, ils ont transcendé ces difficultés et ils ont que la santé, la protection de la santé des populations en tête. Le capitaine Idriss Ndiaye et ses hommes invitent les populations à vérifier systématiquement l'étiquetage des produits avant l'achat de tout article. Pour plus de vigilance, des mesures préventives doivent être prises par tout consommateur. Actualité religieuse, le comité d'organisation de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass se dit satisfait des engagements pris par les services de l'État pour un bon déroulement de la retraite spirituelle. Une rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine, a permis de faire le point sur les mesures déjà prises. Moussa Mané. Sur instruction du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur a saisi très tôt le gouverneur de la région de Kolda. Objectif, accompagner le comité d'organisation du Dakar de Médina Gounass dans les préparatifs. La réunion nationale d'aujourd'hui est l'occasion pour faire le point. J'avais donné au gouverneur de la région de Kolda les instructions nécessaires pour accompagner le comité d'organisation dans la préparation de cet événement majeur de dimension internationale par la tenue d'un CLD, d'un CDD et d'un CRD, afin d'appréhender toutes les sollicitations qui concourent à sa réussite. Aujourd'hui, il s'agit pour moi d'évaluer en rapport avec les ministères sectoriels impliqués l'état de mise en œuvre des engagements qui ont été pris et d'apporter les mesures correctives aux difficultés identifiées. Parmi les secteurs qui ont fait l'objet d'une attention particulière, il y a l'eau. En cette période de chaleur, elle doit être disponible en tout temps. La santé, la sécurité, entre autres, ne sont pas en reste. Des mesures sont prises, ce qui rassure le comité d'organisation du Dakar de Médina Gounass. Aujourd'hui, M. le ministre a parcouru avec l'ensemble des services impliqués pour la bonne tenue du Dakar. Des engagements ont été pris et nous, côté comité d'organisation, nous sommes satisfaits par rapport à tout ce que nous avons entendu ici aujourd'hui. Pour l'utilisation des bonbons de gaz, les pèlerins déjà, ils savent qu'ils ne doivent pas amener ou utiliser des bonbons de gaz au niveau du site de Dakar. Et cette année en plus, vu le contexte et aussi la période au mois d'avril où il y a des vents, ils savent qu'ils ne vont pas amener ou utiliser des bonbons de gaz. Nous les réitérons aussi cet aspect. La 83e édition du Dakar de Médina Gounass aura lieu du 27 avril au 6 mai. Pendant 10 jours, des fidèles musulmans venus de toutes les régions du pays, de la sous-région et même hors du continent vont faire une retraite spirituelle. Ils passeront tout leur temps à la lecture du Coran et à la prière. Plus de 100 000 habitants, Médina Gounass est devenue aujourd'hui l'une des communes les plus peuplées de la région de Kolda, une cité religieuse qui abrite la retraite spirituelle qui a été créée par Thierno El Hadj Mamadou Saïd Ba, le père de l'actuel khalife général Thierno Ahmad Tidiane Ba. Tidiane Sissé pour plus d'explications. Médina Gounass, nous sommes dans le département de Vélingara, région de Kolda. Cette cité religieuse a été créée en 1936 par Thierno El Hadj Mohamed Saïd Ba, le père de l'actuel khalife général. À l'époque, cette contrée était hostile à l'homme. Il n'y avait presque personne dans la zone. Le chef de canton, à l'époque, c'était un certain Yoro Dienaba Sabali. C'était lui qui avait aidé le vieux à s'installer ici. Il y a un grand arbre qui est là. Quand il est venu, il s'est assis sur cet arbre-là.
On l'appelle Tchékéwi. Il y a la mosquée là où se trouve actuellement l'emplacement de la grande mosquée. C'est là où repose le fondateur, c'est Ali Moussénou. Ensuite, il y a un marigot qu'on appelle Kosovo, qui était très distant de la ville. Après la création de la cité religieuse, le marabout va émettre l'idée du Daka en 1942. Le Daka, un événement religieux unique en son genre, une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en pleine brousse, loin de tout confort mondain et loin des soucis de la vie. Ce sont les hommes qui font la cuisine. Les femmes n'y accèdent pas. On se consacre à Dieu. Si les femmes ne vont pas au Daka, ce n'est pas parce qu'elles ne font pas partie de l'islam. Non, loin de là. C'est Dieu le Tout-Puissant lui-même qui a demandé à ce que les hommes ne se mettent pas ensemble avec les femmes quand il s'agit de l'islam. Peut-être que le Daka n'aurait pas la même réussite, la même signification avec les femmes. Tcherno El Haj Mohamed Saïd Ba est également à l'origine de la création de plus d'une vingtaine de localités peuplées aujourd'hui par des populations venues de toute la sous-région. Il y a par exemple Madina Touat, Rabat, Darul Hidrati, Barakatou, Taïbatou, Islam et des dizaines d'autres villages. Depuis lors, que ce soit la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, des gens sont venus de partout pour s'installer ici au nom de l'islam. 82 ans après sa création, le Daka de Médina Gounass a fini aujourd'hui de s'imposer comme l'un des événements religieux incontournables du Sénégal, voire même de la sous-région. Pour cette année 2024, il est prévu du 27 avril au 6 mai prochain. Pour terminer, nous jetons notre regard sur les espaces verts, de véritables lieux de détente et de rencontre pour beaucoup de Dakarois. Il y en a beaucoup dans la capitale sénégalaise depuis quelque temps, mais certains résidents aimeraient qu'ils soient mieux entretenus et plus nombreux. Pour préserver justement l'environnement, des associations militent pour la préservation de ces endroits qui accueillent de plus en plus du monde. Le reportage de Neiko Mandjaï. Jardin public, aire de gazon, parc, Dakar semble être une ville fleurie. Mais est-ce réellement le cas? La ville concentre plus de 3 millions de la population sénégalaise. Une concentration humaine qui a besoin d'un cadre de vie adéquat, profitant des espaces verts pour son épanouissement. En milieu urbain, les espaces verts sont un facteur d'amélioration du niveau et du confort des habitants. Ils constituent des zones de repos, de détente, mais aussi de promenade en famille. C'est le cas ici, à la place de l'Indépendance. Nous avons trouvé des ouvriers paysagistes. Le jardin est très fréquenté à ces heures par plusieurs personnes. Ces dernières n'ont pas manqué de donner leur avis sur les lieux. J'apprécie vraiment ce jardin. Vous savez, pour se relaxer, c'est l'endroit idéal. Mais je pense qu'on doit contrôler les fréquentations. Ce n'est pas normal que certaines personnes fréquentent cet endroit. Ils ne donnent pas une bonne image de la place. Le seul problème avec ce jardin, ce sont les nuisances. C'est une place pour se reposer, mais malheureusement, il y a des sans-abri qui dorment sur les bancs. Ils s'adonnent parfois à des actes peu orthodoxes. Une responsabilité de la mairie de Dakar. Nous avons voulu avoir l'avis des autorités municipales, mais nos tentatives sont restées vaines. Des lieux bien entretenus jusqu'ici offrent une belle vue. C'est une très bonne idée pour nous les Sénégalais, parce que parfois, on peut aller quelque part et venir nous reposer ici. C'est un espace très calme
et propre en même temps. Surtout dans les banlieues, on a besoin des espaces verts parce que là-bas, il n'y a pas assez d'espace pour qu'on puisse s'amuser, divertir en même temps. Oui. Ces espaces verts sont vraiment très beaux. À chaque fois que je suis ici, je ne sens plus le stress. Je viens de la banlieue et je dois parcourir une longue distance. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre d'espace dans mon quartier. Comme ça, je pourrais en profiter à ma guise. En 2020, un décret avait été sorti pour que les autorisations de construction soient adossées à l'obligation de planter des arbres devant les maisons et d'assurer leur entretien. 4 ans après, la consigne ne semble pas être totalement suivie. Le suivi est vraiment une problématique qui nous tracasse le plus. Parce que le suivi est très difficile aujourd'hui par rapport à ces engagements qui sont pris. Mais je pense que cela révèle d'un engagement de tout un chacun à pouvoir respecter ses engagements personnels, mais également au fait qu'on a tout un chacun un engagement envers notre environnement, on a un engagement personnel envers notre communauté, une certaine redevabilité parce que l'environnement nous appartient et on pense que tout un chacun, on a ce devoir de protéger pour qu'on puisse vivre en harmonie et en bonne santé. À plusieurs kilomètres de là, Guédiawaye. Depuis 2018, il y a eu un déclassement de 1000 hectares. L'Association pour la justice environnementale tire la sonnette d'alarme. La bande des Filao est vraiment au cœur de Dakar. Donc, comme vous le savez, Dakar est une zone très polluée et la bande des Filao représente un des derniers poumons verts de Dakar. Donc, il a plusieurs objectifs de préservation de l'environnement. Donc, les dunes qui servent à fixer le sol, qui servent à fixer les dunes pour lutter contre l'érosion côtière, mais également pour barrer ces vents et ces poussières qui viennent vers les communautés, mais également elle a un aspect économique très important parce que le déclassement s'est fait au niveau de la zone des Niayes. Comme vous le savez, il y a des activités économiques très importantes que les jeunes et les femmes sont en train d'exercer au niveau de cette zone. Selon ces militants, les populations sont en danger. Face au changement climatique, il est nécessaire que le Sénégal mette en place des stratégies afin de faire face à ce fléau. L'augmentation des espaces verts et la préservation des forêts doivent être une obligation pour l'État du Sénégal. Et sur ces images de Neikou Maniaï dans un Dakar vert, comme nous le souhaitons, que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur la RTS. Toujours un plaisir.